À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport, à travers les maisons régionales de la performance, a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de l'entraînement au seuil avec deux spécialistes, Jonas Foro et Mathias Wibo. Les animateurs seront Stéphane Germain et Patrick Juvin, tous deux conseillers haut niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la performance. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui nous sommes au Centre national du ski de moyenne montagne pour parler des seuils. Et nous sommes en compagnie de Jonas et Mathias. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous rapidement vous présenter ? Donc j'attaque. Moi je suis Mathias Wibo, entraîneur de l'équipe de France relève homme en ski de fond. Moi je suis Jonas Foro, du coup je suis responsable du suivi de la haute perf au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Et Mathias, ancien athlète aussi, c'est ça ? Ouais, j'étais ancien athlète et j'ai arrêté il y a maintenant 5-6 ans. Et j'ai fait après je suis passé un peu par toutes les étapes, on va dire, j'ai passé mes diplômes. Après ça, et j'étais entraîneur de club, ensuite entraîneur en comité régional et depuis 4 ans maintenant à la Fédération française de ski. Eh ben on va commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu cette notion de seuil ? Alors je sais pas, Jonas ou Mathias. Apparemment plutôt Jonas. Je vais m'y coller alors. Alors les seuils, donc c'est toujours un petit peu délicat de donner une vraie définition des seuils parce que c'est très test dépendant. Mais nous en tout cas c'est des changements d'intensité d'effort quand on va passer les seuils. Le premier seuil et le deuxième seuil, c'est des frontières entre deux intensités d'effort. Donc on va passer le premier seuil, on va rentrer dans un effort qui va être, on va dire, un petit peu plus glycolytique. Et après, quand on va passer le deuxième seuil, on va rentrer encore plus dans un effort qui va être encore plus glycolytique. Alors qu'au début, on est plutôt sur un effort qui est plutôt aérobie, on va dire oxydatif. Donc ça, c'est vraiment ces notions de seuil qui sont assez importantes. C'est des marqueurs, on va dire, d'intensité d'effort. Alors, on parle souvent de seuil lactique et seuil ventilatoire. Est-ce que tu peux donner une différence ? La différence, c'est simplement la méthode, on va dire, de test, c'est-à-dire qu'un seuil lactique c'est pris avec le lactate et un seuil ventilatoire c'est pris avec des méthodes donc avec par exemple un Metamax ou un K5 simplement avec des mesures d'essence ventilatoire, mais sinon globalement on va les faire correspondre. Le premier seuil ventilatoire correspond globalement au premier seuil lactique et le deuxième seuil ventilatoire correspond globalement au deuxième seuil lactique, même si ça c'est la théorie. Après quand on est sur de l'analyse de données, forcément on se rend compte qu'il y a des petites différences, que forcément suivant les individus, suivant les sportifs, suivant le niveau des sportifs aussi, on a finalement les règles qu'on a définies pour définir les seuils sont un petit peu différentes suivant si on a un sportif de très haut niveau ou un sportif amateur. Et Mathias, par rapport au seuil, il y a des sensations un peu, alors je pose la question à l'ancien athlète, il y a des sensations différentes en fonction du seuil où on se situe ? Alors l'ancien athlète, oui, il s'en servait, mais surtout moi en tant qu'entraîneur, c'est aussi ce que je me sers énormément sur le terrain quand j'explique aux gars de quelles sensations ils doivent avoir, c'est-à-dire ils doivent être en dessous du seuil 1, en tout cas ils doivent être capables de parler tout à fait normalement. Ensuite quand ils arrivent plutôt au seuil 2, c'est la ventilation forcément elle est accrue, et là ça doit être la capacité de dire une phrase mais pas bien plus quoi. Et je trouve que ça c'est quelque chose de terrain qui fonctionne quand même relativement bien. Après on utilise évidemment d'autres outils comme la prise de lactate ou l'AFC, mais déjà rien que là-dessus sur la ventilation on arrive déjà à savoir pas mal de choses. Tout de suite quand ils arrivent après il y a un effort déjà de pouvoir leur parler, voir s'ils sont capables de nous raconter des choses ou tout simplement ils sont à bout de souffle, ça veut dire certainement qu'ils sont pas forcément dans la bonne intensité si on visait le seuil 2. Alors pour toi quel est l'intérêt sur le terrain de monitorer les seuils ? Déjà c'est pour savoir s'ils s'entraînent dans la bonne zone par rapport à l'objectif de la séance. C'est quand même un des objectifs majeurs si on veut planifier un entraînement de qualité, c'est déjà que par rapport à la consigne on soit dans le juste. Et donc déjà pour ça c'est très important. Et donc toi tu utilises comment tu travailles en fait là-dessus sur les seuils pour bien voir justement qu'ils sont au bon seuil, à la bonne allure Et du coup j'utilise ils ont tous un cardio sur eux, donc pendant l'effort on va dire ils vont checker un petit peu leur montre, mais c'est pas non plus je trouve quelque chose toujours très très juste par rapport à parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. La chaleur, la fatigue du jour qui peuvent un peu influencer là-dessus.
donc moi, à chaque fois qu'ils s'arrêtent, je leur prends une prise lactate. Et là, généralement, par rapport à ce qu'on a vu en test, on a des valeurs qui nous permettent de dire oui, toi, tu es dans la bonne zone cible, ou non, tu es au-dessus, quoi. Je pense que c'est hyper intéressant de parler de ça, parce que en fait, notamment avec le ski nordique, parce qu'il y a un historique qui fait qu'on utilise beaucoup les seuils et on a beaucoup de méthodes de test. C'est qu'en fait, dans l'entraînement du ski nordique, on s'entraîne finalement sur des pistes qui sont pas normées avec ni des temps, ni des allures, etc. Et donc on a dû trouver autre chose que par exemple le capteur de puissance en vélo ou la vitesse en course à pied pour finalement arriver à quadriller ces zones d'entraînement et à prescrire ces entraînements-là. Et du coup, au fil du temps, les entraîneurs, les athlètes ont été habitués à réaliser ces tests-là, donc des tests incrémentaux où on va justement faire des prises de lactate, avoir aussi une mesure des VO2, des échanges gazeux, on va dire à des paliers de manière incrémentale, pour pouvoir définir ces seuils-là, à la fois au niveau des fréquences cardiaques et à la fois au niveau des lactates émis, pour pouvoir en fait prescrire des choses sur le terrain de manière précise, à la fois avec la fréquence cardiaque, avec les limites qu'a présenté Mathias, mais aussi avec la lactatémie, qu'on utilise beaucoup dans notre discipline parce que justement on n'a pas le capteur de puissance ou la vitesse qui va nous apporter une information qui va être fiable sur le terrain. Et je rebondis par rapport à ça et moi je trouve que ce qui est très très important aussi c'est qu'il soit à la sensation parce qu'en compétition c'est essentiellement ça quand même et voilà et donc si on part pour une séance de seuil, moi souvent je leur donne comme consigne de vous trouvez une allure où vous êtes capable vous savez que vous allez pouvoir tenir 1 heure cette allure-là et là tout de suite souvent ça les met quand même vite dans le juste aussi parce que on s'interroge sur son allure quand on est dans l'effort et se dire ouais ça là je suis parti beaucoup trop vite ou non finalement ça oui je serais capable de le tenir 1 heure et ça souvent on retrouve je trouve une bonne corrélation sur la prise de lactate derrière. Ouais. Comment vous définissez l'intérêt de cet entraînement au seuil? C'est quoi l'intérêt exact de s'entraîner au seuil? Alors je pense qu'il y a différentes questions dans ta question. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire quelle est l'importance des seuils dans l'entraînement. Donc on l'a dit, définir vraiment des zones précises pour par exemple respecter les basses intensités. Quand on va faire un entraînement polarisé par exemple, c'est hyper important de respecter la basse intensité et de pas dépasser le premier seuil. Parce que dès qu'on dépasse le premier seuil, on rentre dans un autre type d'entraînement qui va créer de la fatigue, créer un autre stress pour l'athlète et qui va pas être capable d'effectuer le volume d'entraînement nécessaire avec une fatigue qui va être générée, qui va être trop grande et donc qui va pas être finalement en capacité à la fois de réaliser les séances d'intensité et les séances aérobie sans créer de fatigue pernicieuse. Donc ça c'est la première chose. Après on va parler d'entraînement au seuil. Donc là on parle principalement d'entraînement au seuil 2. Et là-dessus il y a on va dire 2 écoles sur cet entraînement au seuil. Il y a une école qui va être plutôt une école on va dire scandinave pour s'entraîner au seuil bas. On avait un peu le seuil bas, c'est-à-dire juste en dessous du seuil, en fait, finalement. Et il y a vraiment une école qui va s'entraîner plutôt sur un seuil haut. Donc, on va dire plutôt les pays type Espagne, France, etc. Et donc, qui vont amener 2 choses un petit peu différentes. Voilà. Les différentes études ont montré que de s'entraîner plutôt au seuil bas, on va faire progresser notre seuil. Par contre, de s'entraîner au seuil haut, on va faire plutôt progresser notre temps limite qu'on va pouvoir tenir à ce seuil 2. Donc les 2 méthodes-là ont des avantages, mais on va dire que nous, aujourd'hui, enfin tu me dis si je me trompe Mathias, mais c'est plutôt la stratégie de travailler un petit peu en dessous du seuil qui va être gardée justement pour faire progresser celui-ci, et plus on s'approche des compétitions, plus on va s'approcher finalement des intensités de course, et donc plus on va travailler proche du seuil pour essayer justement d'allonger cette durée de seuil. C'est tout à fait ça, et moi l'intérêt que j'y vois, c'est d'une part le physiologique, c'est clair, de passer du temps à cette vitesse-là, notamment par rapport à l'hiver où on passe beaucoup de temps à très haute intensité, et donc dans les phases d'été où justement on va avoir un entraînement plutôt polarisé en ski de fond, et on va passer du temps plutôt à basse intensité, et donc le travail d'intensité il se fera une intensité un petit peu moins élevée, donc plutôt au SV2. Après il y a aussi une part technique. On a un sport où on change de pas très très souvent dans une course, donc il faut avoir cette gestuelle, et pour entrer cette gestuelle il faut pouvoir s'entraîner à ça. Et donc moi je pars du principe que le seuil, l'allure de seuil 2 en tout cas au niveau de technique c'est assez proche de ce qu'on fait en course, plus presque sur l'intervalle très court à haute intensité. Donc moi je trouve que c'est très intéressant par rapport au ski de passer du temps à cette allure-là, donc au SV2, pour pouvoir entrer beaucoup de gestes, juste, technique, à la bonne allure.
Vous pouvez donner un exemple un peu précis d'un athlète, qu'est-ce que c'est le seuil 1, qu'est-ce que c'est le seuil 2, enfin combien en fréquence, combien en lactatémie. C'est Jonas le spécialiste de toutes les données. Alors oui, on fait 200 tests par an, donc je peux en avoir des données, des exemples. J'ai envie de dire, je peux citer des valeurs de FC assez aléatoires, vu qu'on a de tout, et je peux fixer des données de FC et de lactate aussi, plus ou moins aléatoires, on va dire, parce qu'on a de tout. Mais globalement, notre marqueur d'intensité du premier seuil, ça va être la première incrémentation des lactates. Souvent, quand on commence un test incrémental, on a des valeurs de lactate qui vont un petit peu diminuer. Donc on va avoir une première valeur, par exemple, à 2.0 ou 1.8. Après, on va descendre, donc à 1.1 ou 1.2, ça dépend un petit peu des niveaux de l'athlète. Plus il va être de haut niveau, plus il va avoir des lactates bas. Plus il va être amateur, plus il va avoir des lactates hauts sur ses premiers seuils. Et dès qu'on a la première incrémentation, donc là, on fixe le premier seuil. Et ensuite, on va avoir une deuxième incrémentation. Donc là, nous, on la fixe comme ça, on va dire, pour vraiment standardiser la méthode, mais à la fois on la couple aussi avec d'autres marqueurs des échanges gazeux, mais globalement c'est la deuxième incrémentation des lactates, donc c'est-à-dire que c'est une valeur qui va être au-dessus de 2 millimoles, et il va avoir plus de 1 millimole entre deux paliers. Voilà. Donc globalement on va se retrouver entre 2,7 et 4, on va dire, pour ceux qui ont des seuils un petit peu plus vers les 4, mais souvent, en moyenne, on va se retrouver vers les 3,2, 3,5 pour un seuil 2, pour des athlètes, on va dire, des équipes de France. Voilà, donc ça va être vraiment notre deuxième marqueur du seuil 2. Et puis, il y a des fréquences cardiaques qui vont varier un petit peu, mais globalement, typiquement, pour un athlète qui a 200 fréquences cardiaques max, on va retrouver un seuil 2 à 180, un seuil 1 à 160. C'est à peu près la moyenne globale qu'on peut retrouver. Voilà. Parce que c'est vrai que dans la littérature, et moi je l'ai appris quand j'étais en formation, on disait seuil 1 à 2 millimoles et seuil 2 à 4 millimoles, ce qui n'est pas le cas en fait. Ouais, ce qui est un peu, je pense, un abus de langage, et ce qui est le cas pour moi pour les sportifs amateurs. Si on prend des sportifs amateurs, on va se retrouver un petit peu sur des valeurs similaires. Par contre, dès qu'on s'approche sur une tête de haut niveau, notamment en sport d'endurance, là, au premier seuil, on va être sur des valeurs beaucoup plus faibles. Et par contre, sur des seuils 2 également, un petit peu plus faibles. Notamment, un athlète du ski nordique, si on lui demande de tenir 4 millimoles pendant 30 minutes, c'est l'explosion, quoi. Alors que si on lui demande de tenir justement 3,5, il peut tenir quasiment 1 heure. En tout cas, 4 millimoles, on va commencer vraiment l'incrémentation des lactates. On va pas être sur un état du tout stable. Et du coup, Mathias, à l'entraînement, moi j'ai une question par rapport à ça. Donc on a parlé d'un exemple d'athlète qui était à 160, en dessous de 160 au seuil 1 et au-dessus de 180 au seuil 2. C'est quoi la marge d'erreur? Si par exemple il est entre les deux, comment tu régules? Est-ce que t'as un pourcentage d'erreur ou pas du tout? C'est une question pas évidente. Non, mais en fait, c'est par rapport à un entraînement au seuil 2, par exemple. Ah, ou même, tiens, exemple au seuil 1, il doit travailler au seuil 1 et il est à 165 ou 170 en fréquence cardiaque. Et tout dépend un peu le thème de l'entraînement, mais c'est clair que si c'est un entraînement, on va dire, d'endurance, je vais clairement lui dire de ralentir. Après, on mesure aussi à l'entraînement sur de l'endurance la lactatémie. Alors ça se fait pas très régulièrement parce que maintenant les gars que moi j'entraîne, ils ont entre 20 et j'en ai un de 37 ans. Mais globalement, ils se connaissent quand même assez bien à basse intensité. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'ils s'entraînent trop dur à ces intensités-là, mais souvent ils sont bien en dessous de ça, en fait. Ils sont souvent autour de, entre 120 et 140 par exemple. Ils sont plutôt à ces niveaux-là. En fait, on s'entraîne très peu proche du seuil 1. On s'entraîne relativement bas. Et par contre, quand on va à haute intensité, on veut être dans le juste. Donc là, on va plutôt aller chercher tout de suite le seuil 2 si on est en période estivale par exemple. Et puis après, plus on se rapproche de la saison, là, on va plutôt aller vers de la VO2 max. Enfin, en tout cas, des intensités beaucoup plus hautes. Et là, on aura moins à contrôler aussi, quoi. Ça veut dire qu'en charge d'entraînement, c'est ce qu'on appelle l'entraînement, enfin ce qu'on appelle globalement l'entraînement polarisé, vous êtes globalement sur du 80% en aéro et 20% plutôt en haute intensité, c'est ça? Non, tout dépend ce qu'on met dans haute intensité. Moi, en gros, quand je fais ma répartition, il y a la muscu qui rentre en compte aussi. Donc, on peut dire qu'on aura une répartition entre 10% de muscu, 6 à 7% de intensité. Et ça, c'est un vrai challenge en France en ski de fond d'avoir réussi à monter ce curseur-là, parce qu'il y a quelques années, on était beaucoup plus bas.
Mais c'est aussi, ça s'explique aussi parce qu'on faisait beaucoup plus de haute intensité. Et donc en haute intensité, on passe beaucoup moins de temps à haute intensité, donc c'est beaucoup plus dur d'avoir un gros pourcentage. Aujourd'hui, on passe plus de temps au niveau du seuil, donc on fait plus de temps d'intensité, et on a réussi à augmenter ce chiffre-là. Donc on est plutôt autour de 6 et 7%, et le reste, c'est de l'aérobie. Pour info, on est quand même assez loin d'autres nations qui sont plus entre 8 et 12% par exemple. Mais ça, c'est aussi notre passif, voilà, et on voit que ça évolue dans le bon sens, et ça c'est très bien. Et au niveau prépa physique, peut-être au niveau musculaire, on est peut-être mieux développé à ce niveau-là. Donc c'est toujours changer des choses, c'est pas évident, notamment dans les mentalités. Et on sait ce qu'on enlève, on sait pas ce qu'on va y gagner. Donc ça met du temps. Bah typiquement là-dessus, si je peux rebondir, bon, ouais, j'ai un passif qui reste limité, mais d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai vu sur les données, typiquement l'arrivée de l'entraînement au seuil dans le ski de fond est quand même arrivée assez tard. Je pense que typiquement mon athlète qu'on va pas forcément citer, mais de 37 ans, on n'a pas fait beaucoup d'entraînement au seuil, peut-être même qu'il découvre ça ces dernières années. Avant, c'était vraiment focalisé sur l'entraînement à très haute intensité, c'était vraiment du polarisé à l'extrême. Là maintenant, on rentre entre guillemets entre du pyramidal et du polarisé. Voilà, on est un petit peu sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu de seuil quand même, mais on va garder aussi la haute intensité. Alors tu peux expliquer pour les novices comme moi, pyramidal pour polarisé? Ouais, alors un entraînement polarisé, c'est de faire beaucoup de basse intensité, donc c'est un modèle 80-20 ou 90-10, donc c'est-à-dire 90% de basse intensité, 10% de très haute intensité. Et un modèle pyramidal, ça va être un petit peu différent, ça va être beaucoup de très haute intensité, un petit peu d'intensité moyenne, et un petit peu d'intensité très élevée. Voilà. Donc quand tu dis intensité moyenne, c'est entre seuil 1 et seuil 2. Exactement. Okay. Là-dessus, je vais ajouter un petit astérix justement parce qu'il y a beaucoup d'articles qui parlent de l'entraînement pyramidal en ce moment, ça a vraiment le vent en poupe, on va dire. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus précisément ces articles-là, il faut les regarder vraiment précisément parce que sinon on a l'intention de se dire ils s'entraînent entre le seuil 1 et le seuil 2, donc je vais faire du tempo, c'est-à-dire j'ai tendance à faire de l'entraînement entre les deux ou alors juste au-dessus du seuil 1. Et donc ça s'apparente à faire du tempo. Et en fait c'est pas du tout ça. Quand on regarde un petit peu plus précisément ces études-là, cet entraînement pyramidal, le volume entre ces deux seuils, en fait il est focalisé proche du seuil 2. C'est-à-dire que ce qui fait qu'il y a un volume entre les deux seuils, c'est qu'il y a un volume en fait finalement qui va être de l'entraînement au seuil, mais seuil bas comme je le décrivais tout à l'heure. Donc ça c'est assez important de le comprendre et de l'avoir en tête. C'est-à-dire que finalement on n'est pas très différent d'un modèle polarisé. Simplement, on rajoute un petit peu de volume juste en dessous du seuil 2. Est-ce que vous avez des types d'entraînement? Parce que l'idée, c'est quand même de décaler les courbes de seuil vers la droite. Est-ce que vous avez des entraînements justement pour décaler ces courbes et modifier les seuils? Moi, ce que je vois d'année en année avec les tests qu'on fait avec Jonas, c'est que globalement déjà le volume aérobie, le gros volume, c'est quand même la grosse part de notre entraînement, hein, ça faut pas y oublier. Et déjà rien que ça a tendance déjà à décaler tout vers la droite, on va dire. Et après c'est aussi plus on passe de temps au niveau du seuil 2, moi je le vois aussi. Mais après c'est toujours dur on fait pas vraiment des tests précis pour savoir exactement ce qui a fonctionné. Ce qui est important de voir, c'est que déjà ça se décale avec le temps, donc ça c'est plutôt intéressant et voilà. Et moi j'avais une question par rapport justement, on est après Manon et on est au Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne, j'ai pas dit de bêtises. C'est ça. Et les tests ils sont faits à quelle régularité, les tests des athlètes? Et ça dépend. Parfois on a un test par an, on va dire la majeure partie des athlètes des équipes de France font au minimum un test par an. C'est ce qui a été fait cette année. Parfois on en a deux, justement, un test en début de saison et un test, on va dire, en fin de préparation, c'est-à-dire un test en juin et un test en fin septembre-octobre, pour voir justement quel va être l'impact de la préparation sur finalement le niveau des sportifs, qu'est-ce qui a progressé, est-ce que les seuils ont progressé, est-ce que la VO2 max a progressé, est-ce que la VO2 max a progressé mais pas les seuils, est-ce que les seuils ont progressé mais pas la VO2 max. Ça c'est des paramètres qui peuvent être intéressants pour l'entraîneur, pour pouvoir ajuster l'entraînement sur la fin de préparation ou même sur l'année suivante, un petit peu. Et sinon, après, on va avoir des tests qui vont plus s'apparenter à du monitoring,
c'est ce qu'on a fait avec Mathias, typiquement, c'est des séances d'entraînement qui vont être monitorées, et donc là, en fait, ça va s'apparenter finalement à des tests, où on va finalement, vu qu'on monitore la séance de manière assez précise, on peut se rendre compte de manière assez précise aussi de la progression des athlètes. Donc tu peux réajuster à ce moment-là le seuil 1 ou potentiellement le seuil 2 aussi. Exactement. Et là, du coup, ça peut pousser finalement les tests. On passe plus de 2 tests par an. Finalement, on passe à 4 ou 5 tests par an, suivant les disciplines, suivant qu'est-ce qu'on fait un petit peu avec les entraîneurs. Moi, de manière, on va dire, un peu plus détaillée, on va dire, en gros, ils ont fait une VO2 max en début de prépa, après avec l'aide de Jonas, mais on a essayé de définir un peu des stratégies individuelles en fonction de ce qu'on voyait. Il y en a qui ont des seuils 2 qui sont plus ou moins développés, il y en a qui ont une VO2 max qui est bonne ou qui doit être améliorée, et il y en a, ils ont même des seuils 1 qui sont relativement bas pour leur âge. Et avec ça, ça permet quand même de bien orienter l'entraînement. Ensuite, on a mis en place, moi je voulais vraiment mettre en place cette année, grâce aux outils qu'il y a ici, notamment le tapis, donc le tapis roulant où on peut utiliser les vitesses qu'on veut, les pentes qu'on veut dans des conditions stables. C'est super intéressant pour avoir de la stabilité dans les tests et reproduire ça plusieurs fois dans l'année et permettre d'évoluer justement dans les séances et de voir la progression et s'il y a des ajustements à faire. Et en fait, avec ça, moi j'ai pas forcément derrière l'objectif de refaire une VO2 max dans l'automne avant la saison, ça m'est pas forcément utile dans ma stratégie. Dans un an, en début de prépa prochaine, oui, parce que là ça nous permettra de voir l'évolution, ou de refaire un point zéro avant de rattaquer une stratégie individuelle. Mais là, à court terme, les séances, on va dire, monitorées sur tapis, elles me suffisent amplement. Je pense que c'est un caractère important que t'as cité là, c'est-à-dire que les seuils, ils nous servent à 2 choses. Ils nous servent à la fois à prescrire de l'entraînement et aussi à voir finalement le profil de l'athlète. C'est-à-dire, suivant les pourcentages, par exemple les pourcentages de VO2 max au seuil 1 et au seuil 2, ou alors à quel palier ils vont arriver au seuil 1 et au seuil 2, on va pouvoir finalement définir des profils d'athlètes et dire ce profil-là, il est performant plutôt comme ça, du coup on va l'entraîner plutôt comme ça. Ce profil-là, on va l'entraîner plutôt comme ça. Et ça, c'est un caractère qui nous sert beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on recueille beaucoup de données et qu'on rentre tout dans une grande base de données pour avoir de l'antériorité sur les données et pouvoir cibler encore plus quel type d'entraînement il faut effectuer, etc. pour tel type de profil. Alors tu parlais tout à l'heure, Jonas, de tests incrémentaux. Est-ce que tu peux expliquer comment toi tu fais un test, par exemple la durée, quel moment, etc. Nous on a un test incrémental donc sur tapis qu'on réalise la plupart du temps en skate, même s'il est réalisé aussi en classique. Alors c'est un pour bien expliquer, c'est un tapis un petit peu spécial. C'est un tapis grande largeur, il fait 3,50 m sur 4,50 m, donc il est vraiment grand et on peut faire du ski-roue dessus. Donc on a des ski-roues et des bâtons un petit peu particuliers, on n'a pas des pointes de ski mais des pointes adaptées au tapis. Et donc on effectue tous les tests de ski dessus. Donc on a un test en fait qui se déroule en 2 parties. La première partie pour définir les seuils, donc c'est des paliers de 3 minutes. 3 minutes, toutes les 3 minutes on a une prise lactate et là on augmente l'intensité d'effort dans une certaine mesure. Donc nous, on augmente l'intensité d'effort à la fois en termes de kilomètre-heure et à la fois en termes aussi de pente. Donc on a fait des calculs pour justement ajuster la pente et les kilomètres-heure pour que ça soit, qu'on ait tout le temps une même incrémentation et qu'on n'ait pas de rupture de pente causée par le protocole. Donc ça, c'est assez important. Et après, une fois qu'on a défini justement le seuil 2, à la fin de ces paliers de 3 minutes, on a des paliers d'1 minute pour pouvoir justement monter à VO2 max, et là on n'a plus de prise lactate jusqu'à la fin pour pouvoir justement que l'athlète monte à VO2 max, et donc là toutes les minutes on a une incrémentation. Si je peux rentrer un petit peu plus dans le détail avec ça, pourquoi on a des paliers de 3 minutes? Les paliers de 3 minutes ils permettent d'avoir une stabilité du lactate, même s'il faudrait plus dans l'absolu, ça serait mieux avec des paliers de 5 minutes ou de 6 minutes, mais après en fait plus on va faire des paliers longs au début, plus on va affecter la VO2 max à la fin, c'est-à-dire au plus le test va être long, plus la VO2 max va être basse. Et donc nous, on a un certain compromis à garder, d'autant plus que l'antériorité des tests nous fait que on a des tests qui ressemblaient à celui-ci, donc on doit garder un test qui ressemble à celui-ci pour pouvoir comparer des données de VO2 max des années 2000 par exemple à des données de VO2 max de cette année. On a ce besoin-là de garder un protocole, on va dire, assez stable sur ces incrémentations et sur ces durées de palier. Et moi j'ai une dernière question plus pour Mathias justement sur l'entraînement au seuil. Quand tu réalises justement tes entraînements au seuil, est-ce que combien de temps de récup tu vas mettre après ces entraînements là pour réaliser une deuxième séance? Comment tu places un petit peu tes séances dans la saison, et est-ce que tu effectues des séances de rappel
pendant l'hiver sur ces séances de seuil? Alors, il y a beaucoup de questions. Donc déjà au niveau récup, on va dire entre les séances, c'est on va dire on va au moins mettre, moi j'essaie de mettre au moins 5 heures, idéalement 5 à 6 heures entre les deux séances. On fait, de toute façon, ils font quasiment tout le temps du bi-quotidien. Donc la séance de seuil, elle va être plutôt le matin, et ensuite l'après-midi, on va mettre soit une séance aérobie, soit une séance muscu. Moi, j'aime assez coupler les séances d'intensité au niveau du seuil avec la muscu le soir, par exemple, pour pouvoir regrouper en gros les séances difficiles sur une même journée, et pour pouvoir libérer du temps pour faire beaucoup d'aérobie le lendemain, par exemple. Chose qui je trouve qui ne fonctionne moins quand on met un petit peu du spécifique ou des choses un petit peu plus difficiles tous les jours. J'aime assez dire les journées difficiles, elles sont difficiles et c'est le but, et les journées faciles, elles doivent être faciles pour pas tout mélanger. Donc souvent il y a à peu près 5-6 heures, voilà, et ensuite dans l'hiver, oui, effectivement, j'essaie de garder du seuil parce qu'on fait énormément de haute intensité, et du coup c'est important dans les phases de repréparation. On a souvent des fois 15 jours entre des compétitions où on peut placer une séance de seuil qui permet encore de toujours stimuler le travail aérobie, quoi. OK. Et petite dernière question, dans le ski de fond, on sait qu'on s'entraîne beaucoup sur un entraînement croisé avec du vélo, de la course à pied, du ski roue, etc. Est-ce que ça t'arrive de placer des séances de seuil à pied ou à vélo? Alors à vélo, non. J'essaie de rester, on va dire, presque le plus spécifique possible. Donc c'est soit en ski à roulette, soit en course à pied bâton. La course à pied bâton, ça ressemble énormément au style classique en ski de fond. Donc je fais cette stratégie-là, c'est ski roue skate, ski roue classique ou course à pied bâton. Ok. Mathias, c'est quoi la suite de la saison? Elle va commencer? Parce que là, on est en septembre. Ouais, donc la saison, elle commence officiellement, on va dire, tout début décembre. Donc en fait, on est plus ou moins à la moitié de la prépa. Donc là, on a passé beaucoup de temps à travailler donc à basse intensité, ici au centre de Prémanon. On a fait toute notre prépa jusqu'à maintenant ici. Et puis on va commencer à sortir un petit peu plus pour aller chercher d'autres choses, c'est-à-dire là on va aller à Font-Romeu pour aller faire un peu d'altitude, et puis ensuite on va aller chercher la neige. Donc on va aller en Autriche chercher la neige aussi, c'est important qu'on puisse skier un petit peu avant la saison. Et puis on a les petites compètes qui vont venir, moi l'entraînement il va s'orienter quand même plus vers de la haute intensité à partir de maintenant, tout en gardant un socle d'aérobie, ça c'est notre fond de commerce, mais au niveau intensif ça va changer un petit peu, on va aller plus vers de la haute intensité. On a un petit peu des compétitions d'été, d'automne qui sont organisées encore, et puis après toute la prépa finale sur neige où là on sera vraiment dans du spécifique. Et puis avoir un peu de confrontation aussi. Moi j'entraîne l'équipe donc relève. L'idée c'est aussi de côtoyer le groupe A, le groupe Coupe du Monde, sur les prochains stages pour aussi avoir un peu de confronte et qu'on aille bouger un petit peu les plus vieux. Et toi, Jonas, la dernière fois t'étais en prépa de testing. Ouais, exactement. Là, c'est exactement la même chose. Non, là, on est en formation hypoxie, donc on a une nouvelle promo du CCS hypoxie qui vient de commencer. Stress environnemental, pardon. Maintenant, vu qu'on associe à la fois l'hypoxie et la chaleur, c'est une formation que je vous recommande. C'est une formation qui permet de former en fait les futurs utilisateurs de l'hypoxie, et aussi qui permet de former les différents entraîneurs qui veulent accompagner leurs athlètes en hypoxie. Merci à vous en tout cas pour la richesse des témoignages, et à bientôt sur un prochain podcast. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance. Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du Creps Centre Val-de-Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté. Montage Stéphane Germain.